Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de démarrer cette conférence donc dédiée à la surveillance de la qualité de l'air sous l'angle des outils de modélisation. Alors je me présente, Jérôme Lepet, je suis responsable de l'unité modélisation d'Atmo Grand Est. Et donc au cours de cette conférence, nous allons rebalayer un peu les principes de ce qu'on entend par modélisation, et un petit peu les principaux cas d'usage de ces outils appliqués à la qualité de l'air. Puis nous parlerons d'intelligence artificielle, nous parlerons de données de systèmes capteurs, de données satellitaires, qui représentent des opportunités pour consolider ces productions issues des outils de modélisation. Alors au préalable, quelques mots sur Atmo Grand Est, quelques chiffres clés. Donc Atmo Grand Est est l'organisme de référence en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Grand Est. C'est une structure qui emploie 85 collaborateurs répartis sur 4 sites, donc ancrage territorial sur Reims, sur Nancy, sur Metz, sur Strasbourg, avec une gouvernance quadripartite, donc un peu plus de 250 membres qui sont répartis sur 4 collèges, donc un collège État, un collège collectivité territoriale, un collège relatif aux principaux émetteurs de polluants et un collège associé aux associations de protection de l'environnement et personnes qualifiées. Atmo Grand Est, c'est un dispositif de surveillance de la qualité de l'air qui s'appuie sur un réseau de mesures, un dispositif de mesure, qu'il soit fixe ou mobile, qui s'appuie également sur un inventaire des émissions de polluants, de gaz à effet de serre, un inventaire énergétique des consommations et productions d'énergie, et également d'outils de modélisation sur lesquels je reviendrai plus en détail par la suite. Cette surveillance, elle s'appuie également sur des dispositifs de reconnaissance qualité au nombre de 4. Et ce dispositif nous sert à surveiller environ une trentaine de polluants, que ce soit des polluants réglementés ou des polluants même non réglementés, des polluants à enjeu au niveau de la région Grand Est. Alors, la modélisation. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de modélisation? Alors, si on reprend déjà la définition d'un modèle, un modèle, c'est un outil que l'on va utiliser pour approcher la réalité, pour essayer de mieux la comprendre, pour essayer de jouer avec un phénomène complexe que l'on ne maîtrise pas complètement. Et au niveau d'Atmo Grand Est, donc on utilise des modèles numériques de calcul justement pour approcher, reproduire les phénomènes complexes qui sont mis en œuvre, qui se produisent dans l'atmosphère, que ce soit la dispersion des polluants, les réactions chimiques entre les polluants. Et alors ces outils de modélisation, ils vont avoir 3 grandes utilités dans la surveillance de la qualité de l'air. Ils vont nous permettre de faire du diagnostic. Donc déjà, ils vont nous permettre à un moment donné, à un instant T, de faire une photographie de la qualité de l'air sur un territoire donné, et ce, en complément du dispositif de mesure. La mesure, c'est une information essentielle, de référence très précise. Sa limite, c'est qu'elle n'est valable que dans un certain rayon autour du site de mesure, une notion de représentativité spatiale. Là où la modélisation va nous permettre également de produire une information entre les points de mesure, donc de couvrir tout un territoire, en tout point du territoire. Donc c'est vraiment très complémentaire, la mesure et la modélisation. Ensuite, les outils de modélisation vont nous permettre également de se projeter, de faire de la prévision pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, et également de faire de la scénarisation. Donc scénarisation, on va pouvoir évaluer notamment l'impact d'action sur la qualité de l'air. Je vais vous montrer des illustrations juste après. Et pour ces 3 grandes applications, il n'y a pas qu'un seul outil de modélisation. À Atmo Grand Est, on a 5 grosses plateformes de modélisation selon l'objectif recherché. On a des outils qui vont nous permettre de suivre les polluants sur des grandes distances, de comprendre un peu, de suivre les réactions chimiques qui vont se produire sur des grandes distances.
et des modèles qui vont être plus adaptés à des situations plus locales, à proximité des sources, que ce soit routières, industrielles, avec une finesse, une résolution plus fine, qui vont mieux prendre en compte la complexité d'occupation des sols, mais par contre qui vont être un petit peu plus légers, un peu plus approximatifs dans les réactions chimiques qui sont intégrées dans les outils. Alors un modèle, comment il fonctionne? Vous avez au centre le cœur de calcul, le moteur de calcul, alors qui n'est pas développé par Atmo Grand Est, hein. Souvent c'est des outils qui sont développés par le monde académique. Ce cœur de calcul, il intègre toutes les réactions physico-chimiques qui régissent le fonctionnement de l'atmosphère, donc la dispersion des polluants, les réactions des polluants entre eux. Et en amont, il y a toute une alimentation de ces outils qui se base sur 4 grands jeux de données. Donc vous avez d'un côté les émissions de polluants. Donc les émissions de polluants, ne pas confondre émissions et concentration. Les émissions, c'est vraiment le flux de polluants qui est émis par le pot d'échappement du véhicule, par la cheminée industrielle, par la cheminée résidentielle lorsqu'on on se chauffe, par le monde agricole. Et ces émissions, une fois que ces polluants sont émis, ils vont être impactés par les conditions météorologiques, s'il y a du vent, s'il y a des précipitations, de l'ensoleillement qui va jouer sur les réactions chimiques. Donc c'est un deuxième grand jeu de données, les paramètres météorologiques. Ensuite, il y a l'occupation du sol, parce que les polluants ne vont pas se disperser de la même manière selon que l'on est au-dessus d'un champ ou en zone urbaine, dans une rue qu'on va appeler canyon, bordée de bâtiments par exemple. Donc on a besoin de prendre en compte l'occupation du sol. Et enfin, quatrième grand jeu de données, les mesures. Les mesures qui sont essentielles aux outils de modélisation pour pouvoir les caler, pour pouvoir les valider. Donc ces 4 grands jeux de données intègrent l'outil de modélisation et en sortie, c'est l'intérêt de la modélisation, on va pouvoir faire des cartographies, donc une photographie de la qualité de l'air sur l'ensemble d'un territoire. Alors l'aboutissement, vous avez ici une illustration sur la partie gauche d'une évaluation du dioxyde d'azote sur Reims. Donc vous voyez une spatialisation, une cartographie de la qualité de l'air sur un territoire. L'intérêt, c'est de pouvoir déjà identifier les secteurs à enjeu, où se trouvent les niveaux les plus élevés, où se trouvent les zones finalement qui sont plutôt épargnées, et ensuite de pouvoir croiser cette information spatiale avec d'autres informations spatiales, comme par exemple la présence de population, la présence d'écosystèmes, pour pouvoir quantifier un nombre d'habitants exposés à un dépassement de seuil, que ce soit un seuil réglementaire, ou par exemple un seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors vous vous souvenez, j'ai parlé de 3 grandes activités associées à la modélisation, le diagnostic, la prévision, la scénarisation. Quelques illustrations de diagnostic, d'utilisation de la modélisation en mode diagnostic. Vous avez une des principales utilisations, c'est notamment l'alimentation du reporting réglementaire annuel. Donc tous les ans, on se doit de remonter auprès du niveau national et au niveau de l'Europe les secteurs qui ont été en dépassement des seuils réglementaires fixés par les directives européennes. Et donc ces cartographies-là nous servent donc à identifier ces secteurs-là et à quantifier les populations qui ont été en dépassement réglementaire. Donc là, c'est les 2 illustrations qui sont sur la droite. En haut, à droite, la spatialisation du dioxyde d'azote, par exemple, qui est un traceur de la pollution automobile à l'échelle du Grand Est. Et en bas à droite, alors c'est petit, mais c'est simplement pour illustrer cette quantification. Là, on est sur une distribution de l'exposition de la population au fil des années, donc avec une enveloppe qui se déplace vers la gauche. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que globalement les niveaux diminuent et que l'exposition des populations également diminue. Ensuite, ces diagnostics vont nous servir également à alimenter des études d'impact industriel. Donc c'est l'illustration en bas à gauche, où là on était sur l'évaluation de l'impact d'une unité de valorisation énergétique, où on cherchait à évaluer les niveaux de plomb autour du site industriel. Ou encore, cela nous permet également d'accompagner les acteurs locaux sur différents volets air environnementaux, notamment lors des projets d'urbanisme. Donc là, vous avez au milieu,
ce qu'on appelle une carte stratégique de l'air, donc, notamment sur le Grand Nancy. Ce sont des outils cartographiques qui vont alimenter les réflexions dès lors qu'on veut implanter un nouveau quartier ou pour tout projet d'urbanisme, d'avoir des clés qui nous permettent d'identifier les secteurs qui sont déjà sous tension associés à la qualité de l'air. Donc pour information sur l'aspect urbanisme, vous avez une conférence demain qui se tient à la même heure, à cet endroit également, par mon collègue Michel Marquez, qui vous parlera d'urbanisme favorable à la santé. Deuxième grande activité, la prévision. Les outils de modélisation vont permettre de se projeter sur les prochains jours et donc vont notamment alimenter l'expertise des prévisionnistes d'Atmo Grand Est pour pouvoir pousser une information que vous retrouverez notamment sur notre site internet, sur notre application smartphone, j'en reviendrai dessus juste après, pour connaître l'état de la qualité de l'air. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est dégradé, est-ce qu'il est mauvais? Et s'il est mauvais, potentiellement déclencher également des procédures réglementaires d'épisodes de pollution dès lors que les seuils sont dépassés sur les polluants concernés. On fait également de la prévision pollinique grâce à la modélisation. Et l'on fait également de l'alimentation des secteurs impactés lors d'un accident industriel. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rarement utilisé, mais nous disposons d'outils de modélisation qui vont nous permettre d'identifier la trajectoire d'un panache en cas d'incendie, par exemple, pour savoir quels secteurs vont être les plus impactés et où aller placer des dispositifs de mesure, avec une prévision sur les prochaines heures. Troisième grande activité, la notion de scénarisation. Donc là, on est sur une activité qui vise à accompagner les acteurs locaux, notamment sur tout ce qui est relatif aux plans et programmes publics. Donc il y a les acronymes là, PPA pour plan de protection de l'atmosphère, ZFM pour zone à faible émission mobilité. Bon voilà, ce sont des plans réglementaires qui visent à réduire la pression liée à la pollution de l'air sur un territoire donné. Et les outils de modélisation vont permettre déjà de se projeter. Donc on va pouvoir faire des scénarisations prospectives. Là, vous avez une illustration à droite avec 3 cartographies. Vous avez une cartographie ici qui représente l'état de la qualité de l'air projeté en 2029 dans une situation qu'on va appeler fil de l'eau. C'est-à-dire que voilà, c'est simplement en prenant en compte l'évolution connue de l'activité du territoire. Donc par exemple le renouvellement pérenne du parc automobile qui est pris en compte, les renouvellements de matériel de chauffage. Bon. Et ensuite, on va lancer une deuxième simulation, qui est la cartographie un peu plus bas, avec le plan d'action, donc avec le PPA, en l'occurrence, là sur Reims, pour pouvoir comparer ces deux simulations et faire une carte de différence, qui est celle qui est en bas à droite, qui permet de mettre en évidence finalement les gains en pollution atmosphérique associés à ce plan d'action, qui va se traduire également ensuite par une évaluation des gains en termes d'exposition des populations. Et vous avez une deuxième illustration en bas à gauche. Là, on est plus sur un projet d'évaluation d'action d'urbanisme où on est sur un quartier de Strasbourg, donc ça s'appelle le quartier Danube, qui aujourd'hui est sorti de terre, mais à l'époque, c'était un terrain vague. Et donc, on avait lancé plusieurs simulations. Une première simulation à gauche avec une situation projetée avec un profil de quartier qui était un scénario 1, où on s'apercevait que on avait des zones qui étaient en dépassement réglementaire, notamment au niveau d'une école ici qui s'appelle l'école Danube. Dans la cour de récréation, on avait des zones qui étaient en dépassement réglementaire, donc qui pouvaient potentiellement exposer les écoliers. Et donc on a pu lancer une deuxième simulation, donc en accord avec les architectes qui ont proposé une deuxième simulation avec une rehausse du bâtiment afin de faire obstacle aux polluants qui venaient de l'avenue du Rhin et se trouver dans une situation qui était plus protectrice pour les écoliers. Et c'est d'ailleurs cette simulation aujourd'hui qui a été retenue, et voilà, le quartier est plus sous cette forme-là que celle-ci aujourd'hui. Alors je vous ai présenté les principales activités associées aux outils de modélisation.
Vous l'avez compris, ces outils de modélisation, leur résultat va impacter, parfois sensiblement, peut avoir un impact sensible, même en termes de coûts. Dès lors que l'on a un épisode de pollution, certaines collectivités vont rendre, par exemple, gratuits les transports en commun. Certains process industriels vont devoir un petit peu ralentir. Lorsque l'on met en place une zone à faible émission mobilité, on va restreindre l'accès des centres urbains à certains types de véhicules. Donc voilà, c'est pas anodin. Donc on a besoin d'avoir des outils de modélisation qui soient fiables, solides. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ces outils de modélisation, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont assez lourds parce qu'ils intègrent des équations, résoudre des équations physico-chimiques et donc ils prennent du temps. Lorsqu'on veut faire une simulation par exemple sur le Grand Nancy, sur Reims ou sur Strasbourg, c'est environ une semaine de calcul. Donc vous imaginez bien, quand on doit multiplier des scénarios, ça peut rapidement prendre beaucoup de temps. Et donc avec ces deux constats, Atmo Grand Est a fait le choix depuis quelques années de travailler sur l'IA justement dans cette perspective d'amélioration des performances des outils de modélisation et d'accélération également des calculs. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, à juste titre, mais concrètement de quoi il s'agit? Si on regarde un petit peu les définitions qu'on peut trouver, l'IA, elle s'appuie sur des principes mathématiques, des principes informatiques, et elle vise à simuler un raisonnement humain pour réaliser des actions. Et finalement, le principe essentiel de l'IA, c'est de s'appuyer sur, comme le ferait le cerveau humain, finalement sur des phases d'apprentissage, où à partir de données de plus en plus nombreuses, on est inondé de données, donc on a beaucoup de données, c'est une bonne chose. On a beaucoup de données, on va pouvoir développer des algorithmes, donc c'est du codage informatique, qui vont nous permettre finalement d'apprendre à réaliser des actions pour produire des modèles prédictifs. Et en termes de qualité de l'air, on va avoir trois grands usages. Donc je les ai un petit peu évoqués. Le fait d'améliorer les performances, d'accélérer les process. Donc performance de prévision, donc des meilleurs scores finalement. De réduire les temps de calcul. Et aussi de réussir à construire de nouvelles relations entre les données elles-mêmes. Alors j'ai deux illustrations à vous soumettre, vraiment appliquées à la qualité de l'air. Donc c'est des outils qui sont opérationnels à Atmo Grand Est. La première illustration, elle est appliquée à la chaîne de prévision qui s'appelle Prévest, donc qui est une chaîne qui couvre le Grand Est, qui couvre également nos partenaires de Bourgogne-Franche-Comté, du Luxembourg et d'une partie de l'Allemagne, le Bade-Wurtemberg. Cette chaîne de modélisation, elle permet d'alimenter la prévision réglementaire quotidienne d'Atmo Grand Est, et notamment de prévoir les épisodes de pollution aux particules, à l'ozone. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a environ 3-4 ans, en fait, nous avions notre propre outil de modélisation qui était donc l'outil Prévest et qui était un outil qui fournissait des données de prévision qui étaient déjà assez fiables. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup d'autres plateformes de modélisation au-delà de celle d'Atmo Grand Est. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on moissonne finalement toutes ces données que l'on va récupérer qui sont libres d'accès, notamment le programme européen Copernicus. Donc aujourd'hui, non seulement on a nos propres outils de modélisation, mais on récupère en tout 22 modèles qui vont être injectés dans une boîte d'IA, donc du machine learning, où on va entraîner notre outil à obtenir la meilleure combinaison de tous ces outils de modélisation à la lumière d'une comparaison aux mesures des 15 derniers jours. On va regarder sur les 15 derniers jours comment nos modèles étaient faux, étaient biaisés finalement. Et on va appliquer un correctif combinant ces 22 modèles pour aboutir sur les prochains jours à une prévision qui soit plus correcte, avec des meilleures performances. Et ça a vraiment fortement amélioré nos performances de prévision depuis qu'on l'a mis en place il y a environ 3 ans. Deuxième usage de l'IA, donc là j'ai parlé de performance de prévision juste avant, là on va plutôt parler d'accélération des temps de calcul sur une deuxième chaîne de prévision qui s'appelle Cyranet et qui est une chaîne qui vise plutôt à prévoir la qualité de l'air à une résolution très fine. Donc on est plutôt à 25 mètres de résolution sur l'ensemble du Grand Est pour mieux capter finalement l'influence d'émetteurs comme notamment les axes routiers.
C'est une plateforme qui couvre 4 polluants, les 4 polluants les réglementés, on va dire les plus classiques, à enjeu sur la région Grand Est. Et en tout, ce sont 22 milliards de données qui sont produites chaque jour par cette plateforme de modélisation. Et donc si vous vous souvenez du petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait un modèle, je vous expliquais qu'il y avait un moteur de calcul au milieu, voilà, qui résolvait finalement les équations qui régissent le fonctionnement de l'atmosphère. Et cette partie-là est lourde et très gourmande en ressources informatiques et très gourmande en temps. Et donc on a substitué finalement ces outils de modélisation par un autre modèle finalement, mais basé sur des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, on leur a appris, voilà, toujours la notion d'apprentissage, on leur a appris à reproduire ce que fait un modèle complet de la qualité de l'air, mais avec un facteur 89, donc 89 fois plus rapide qu'un modèle classique. Ce qui nous permet, voilà, de couvrir tout Grand Est, alors qu'avant, on couvrait les principales agglomérations. Voilà. Les réseaux de neurones nous ont permis d'élargir l'application de ces outils sur l'ensemble de la région Grand Est. Alors ça suppose des ressources informatiques un peu spécifiques. Donc on doit faire tourner nos calculs sur un centre de calcul qui a des ressources dites GPU, donc des processeurs graphiques un peu particuliers. Et c'est ces réseaux de neurones qui, au quotidien, alimentent une application smartphone qui s'appelle Air2Go, donc qui est toute récente, hein, on l'a lancée il y a environ un mois de cela. C'est une application que je vous recommande de télécharger qui vous permettra d'obtenir une information sur la commune où vous êtes, une information sur la qualité de l'air, qui vous permettra également d'anticiper la qualité de l'air sur vos trajets, que ce soit en vélo, à pied, d'avoir une information tout le long de votre itinéraire, de suivre son évolution heure par heure, puisque ce sont des prévisions, donc pour le jour même, pour le lendemain, et puis également d'avoir des informations sur des notifications en cas d'épisode de pollution. Voilà, donc ce sont des réseaux de neurones qui alimentent cette application smartphone. Alors on a parlé IA, maintenant on va parler des nouveaux jeux de données qui sont de plus en plus nombreux. On va parler des jeux de données associés notamment au système capteur et aux données satellitaires. Alors lorsqu'on parle de système capteur, on parle aussi de micro-capteurs. Donc ce sont des outils, des capteurs de qualité de l'air qui sont miniaturisés, qui permettent de mesurer bon nombre d'espèces, hein, avec de nombreux fournisseurs également. Vous avez une illustration à droite de système capteur installé en parallèle de notre station fixe. Donc vous voyez ces petits boîtiers bleus là, c'est assez petit. Donc c'est vraiment un des avantages de ces systèmes capteurs, c'est de pouvoir avoir de la mesure en temps réel, en continu, de la mesure horaire notamment, avec donc un faible encombrement, une facilité d'installation. Voilà, donc c'est assez pratique par rapport, on va dire, aux analyseurs automatiques que l'on utilise classiquement, qui nécessitent voilà, l'installation d'une cabine, voire d'un petit bâtiment pour être en conformité. La limite par contre de ces outils, c'est que ce sont encore des mesures exploratoires qui ne peuvent pas se substituer justement à ces analyseurs de référence qui nous permettent d'avoir des informations réglementaires. Donc là, c'est une notion d'incertitude de mesure finalement, qui sont plus élevées avec des systèmes capteurs. Cela étant, ces données ont tendance à se multiplier et ces systèmes capteurs continuent à devenir de plus en plus performants. Donc on s'y intéresse de plus en plus et pour illustrer cela, je vais vous présenter donc les travaux qui ont été réalisés en 2024 avec l'Eurométropole de Strasbourg qui était financeur du projet. L'étude avait pour objectif justement d'évaluer l'apport de ces microcapteurs pour consolider les outils de modélisation, pour consolider l'Observatoire de la qualité de l'air sur l'Eurométropole. Et avec un second objectif qui était d'évaluer le bon dimensionnement finalement de ce réseau de microcapteurs. Quel était le bon nombre de microcapteurs qui permettrait d'améliorer le dispositif. Donc nous sommes partis sur une base de 15 microcapteurs, donc c'était des carnets de la société Envea,
qui ont été déployés de manière fixe, donc ils n'étaient pas en mobilité, fixe sur 15 endroits, sur 13 endroits plus précisément, définis intelligemment, et 2 microcapteurs qui étaient en parallèle de nos stations fixes pour vérifier la validité métrologique des microcapteurs. On a étudié 3 polluants, donc le NO2, traceur de la pollution automobile, les PM10, les PM2,5, donc des particules inférieures à 10 microns, inférieures à 2,5 microns, plutôt d'origine multiple, ces particules-là, mais notamment chauffage au bois, trafic automobile, industrie également, notamment en zone urbaine. Et donc on a travaillé à une méthode d'assimilation de ces données dans nos cartographies. Donc on a venu fusionner finalement ces données microcapteurs avec nos données de modélisation selon une méthode qui s'appelle la méthode BLUE. Donc c'est encore de l'IA aussi, c'est encore de l'apprentissage. La méthode BLUE, elle vise à apprendre la relation qu'il va y avoir entre la donnée d'un microcapteur à un endroit donné avec toutes les données du modèle ailleurs en fait. C'est l'apprentissage d'une covariation des valeurs entre elles sur l'ensemble d'un domaine de calcul. Et alors qu'est-ce que cette étude nous a appris? Bon, c'est déjà que les microcapteurs nous apportent une information qui est pertinente. Vous avez à droite une cartographie qui montre, c'est une carte de différence entre une carte qui est consolidée par uniquement les stations de mesure de référence d'Atmo Grand Est et une deuxième simulation, une deuxième carte qui serait une carte qui a assimilé les stations fixes d'Atmo Grand Est plus les systèmes capteurs. Et on voit que le fait d'avoir des microcapteurs nous apporte une information au nord-ouest de l'agglomération qui n'est pas négligeable, autour de 3 à 4 microgrammes par mètre cube. Une information qu'on n'avait pas simplement avec la modélisation et nos stations fixes classiques. Donc, apport d'information et renforcement global des performances de modélisation, c'est-à-dire qu'on a, en comparaison au niveau des stations fixes, globalement, une plateforme qui est un peu plus précise, un peu plus réaliste finalement à la situation observée. On a pu travailler sur le nombre de capteurs, donc on les a retirés un par un pour essayer d'évaluer un petit peu la plus-value de chacun individuellement, et donc on a pu réussir aussi à aboutir à un nombre de microcapteurs qui était entre 3 et 5, qui permettait d'avoir une situation plutôt proche de la situation avec 15 microcapteurs, avec cependant quand même un bémol. C'est sans trop de surprise finalement, c'est que il faut que ces microcapteurs aient une qualité métrologique suffisante. Parce qu'on est très bien capable d'assimiler une information dans nos cartographies, mais si l'information est biaisée, eh bien, on va retrouver ce biais, cette erreur-là dans nos cartographies. Donc il y a quand même malgré tout un enjeu fort à ce que ces microcapteurs soient suffisamment performants avec une incertitude la plus maîtrisée possible pour ne pas non plus détériorer finalement nos cartographies de modélisation. Et autant pour le NO2 ça marchait plutôt bien, pour les PM2,5 aussi, sur les PM10 c'était moins évident, il y avait une légère dégradation de l'information initiale en intégrant les systèmes microcapteurs. Donc voilà, donc c'est un enjeu encore de ces prochaines années de travailler sur ces systèmes capteurs, mais qui, d'année en année, sont de plus en plus performants. Deuxième jeu de données, je surveille l'heure. Deuxième jeu de données, les données satellitaires. Alors les données satellitaires, comme son nom l'indique, ce sont des données qui sont issues d'instruments de mesure qui sont embarqués sur les satellites. C'est des analyseurs qui vont permettre d'étudier, d'analyser le rayonnement direct ou réfléchi par les différents composés de l'atmosphère. Alors il y a plusieurs fournisseurs. Il y a la NASA notamment, qui est évidemment connue. Ces données-là, elles permettent d'avoir une mesure finalement vue du ciel de la qualité de l'air sur un territoire avec une résolution qui est généralement kilométrique, mais on commence à avoir des données qui sont plus fines. On commence à avoir des résolutions de l'ordre de la centaine de mètres, même parfois encore un peu plus fin. L'avantage, comme je l'ai précisé juste avant, c'est qu'on a une photographie vue du ciel qui couvre tout le territoire. Là où nous, on a quelques points de mesure qu'on vient compléter avec de la modélisation, là, on a une mesure vue du ciel sur l'ensemble d'un territoire. Donc ça peut être très intéressant. Par contre, c'est pas non plus magique encore aujourd'hui, puisque déjà, il s'agit d'une mesure dans la colonne d'air.
Donc c'est pas une mesure simplement qui nous donne une information au niveau du sol, à 2 mètres du sol, mais c'est une information sur l'ensemble de la colonne d'air. Donc c'est pas directement comparable avec la réglementation, avec les mesures qu'on peut réaliser avec nos systèmes, avec nos capteurs. Autre difficulté, aujourd'hui nous avons 1 à 2 passages de satellites par jour, donc ça veut dire 1 ou 2 informations par jour. Donc il faut attendre quand même un certain temps pour pouvoir cumuler suffisamment de données pour en tirer les tendances. Et pour ajouter à cela, s'il y a par exemple beaucoup de nuages, l'information ne va pas exister ou elle sera de mauvaise qualité. Donc voilà, la qualité de données est dépendante de l'angle d'acquisition et notamment de la présence de nébulosité. Et enfin, ce sont également des gros volumes à traiter. Malgré tout, je vais vous montrer quelques illustrations d'exploitation de ces données qu'on a pu réaliser ces derniers temps. L'intérêt, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est d'avoir une information qui va couvrir tout un territoire. Donc vous avez notamment une illustration en haut à droite sur un polluant qui est l'ammoniac. Alors l'ammoniac, ce n'est pas un polluant réglementé, mais par contre c'est un polluant d'intérêt dans la mesure où il va intervenir dans la formation de certains types de particules. Particules par contre qui sont un enjeu sanitaire important. Et donc il y a un intérêt à suivre ce type de polluant qu'on appelle un précurseur, ce qui va être en amont de la formation de particules. Et vous voyez à droite une cartographie qu'on n'est pas en capacité de produire avec nos mesures, puisque c'est un polluant qui est assez peu mesuré de manière globale, pas qu'en grand test, mais c'est un polluant qui est assez peu mesuré. Donc on voit vraiment un apport, un enrichissement finalement d'informations grâce à la donnée satellitaire. Et non seulement on peut obtenir une information spatialisée du polluant, de certains polluants qui sont assez peu mesurés au sol, mais en plus on s'aperçoit lorsque l'on va analyser ces données et qu'on va les confronter aux mesures au sol. Vous avez par exemple deux graphiques ici. Vous en avez un, alors je vais commencer par celui de droite qui est justement sur le même polluant, donc l'ammoniac, où on a mis en regard les mesures d'ammoniac sur un site qui est à Reims. Donc c'est la courbe qui est en rouge. On l'a mis en regard de la mesure dans la colonne d'air, donc qui est la courbe qui est en bleu. Et donc on peut voir qu'il y a une dynamique quand même qui est assez bien respectée. On arrive globalement à comprendre qu'il y a une relation, c'est assez logique, mais on n'était pas convaincu non plus, une assez bonne relation qui existe entre la formation qui est au sol et l'information qui est dans la colonne d'air. Donc là on se dit, ah, s'il y a une relation qui existe entre les deux, on va pouvoir potentiellement s'appuyer sur la donnée satellitaire pour évaluer l'information au sol. Et c'est tout l'objet des travaux qui sont en cours et qui vont se poursuivre, d'essayer d'exprimer au mieux, d'évaluer l'information au sol grâce à l'information dans la colonne d'air. Et même principe en bas à gauche avec cette fois-ci le NO2, donc le dioxyde d'azote, donc un polluant traceur de la pollution automobile, où là si on regarde un peu la dynamique d'évolution des niveaux, alors ce ne sont pas les mêmes unités, hein, donc on va un petit peu standardiser, normaliser les données, mais on voit qu'il y a un profil vraiment similaire entre la donnée de la colonne d'air et la donnée au sol. Là encore, on se dit on va pouvoir jouer avec ces données satellitaires pour essayer de consolider l'évaluation des polluants sur la région Grand Est. Dans les éléments que je n'ai pas évoqués, c'est le fait que voilà, on peut imaginer aussi que ces données satellitaires vont pouvoir intégrer nos propres modèles pour consolider l'information. C'est déjà le cas par exemple au quotidien aujourd'hui dans notre chaîne de prévision quotidienne. Nous intégrons par exemple lorsqu'il y a une éruption volcanique en Islande par exemple, le panache qui pourrait impacter notre territoire est intégré dans nos outils de modélisation. Même principe pour les incendies qu'il y a pu avoir par exemple en Nouvelle-Aquitaine ou en Espagne. Ils intègrent nos outils de modélisation et donc on va pouvoir les retrouver dans nos prévisions. Et dernière illustration, les poussières désertiques. C'est vrai que c'est un phénomène qui a tendance un petit peu à s'amplifier. Régulièrement, durant la période hivernale, on a parfois des aspirations liées à des dépressions qui sont sur l'Atlantique et qui vont projeter finalement des poussières désertiques liées au Sahara en altitude, qui vont pouvoir ensuite survoler notre territoire et potentiellement impacter les niveaux au sol
sur notre territoire. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en compte. Alors, c'est pas encore parfait, hein, parce qu'on arrive bien à intégrer ces panaches-là dans nos outils de modélisation. On a encore parfois un peu de difficulté à correctement déterminer la hauteur du nuage de poussière et savoir s'il va redescendre au niveau du sol ou s'il va simplement rester au-dessus de nos têtes. Voilà. Vous avez sûrement vu déjà ces fameux ciels rouge-orangé qu'on peut avoir parfois. Voilà, parfois ça reste en altitude et parfois, voilà, selon les conditions météorologiques, ça peut descendre au sol et nous impacter également. Alors j'arrive au terme de cette conférence avec, pour terminer, quelques éléments de perspective. Donc nous avons un contexte qui est marqué par l'adoption d'une nouvelle directive air, donc qui est vraiment un socle réglementaire qui va impacter l'assurance de la qualité de l'air. Et non seulement cette nouvelle directive air, elle propose des nouveaux seuils réglementaires, donc des contraintes plus fortes sur les différents polluants, qui tendent vers les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, mais également cette nouvelle directive, elle renforce le rôle de la modélisation. Alors comme je vous l'ai présenté sur les slides précédentes, on a l'IA, on a des nouveaux jeux de données qui sont une opportunité pour consolider ces outils de modélisation. Et Atmo Grand Est est complètement dans cette dynamique-là, avec encore en 2025 un certain nombre de projets qui visent à renforcer nos compétences en la matière et améliorer la surveillance de la qualité de l'air. Pour en citer quelques-uns, par exemple en intelligence artificielle, on prévoit de déployer les réseaux neurones que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent d'obtenir une prévision horaire sur le Grand Est. On va déployer ce dispositif, donc on va consolider l'outil, on va le déployer vers la partie allemande, donc outre-Rhin. On prévoit également de travailler sur de la scénarisation rapide, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir accélérer, pouvoir produire plein de scénarios plus rapidement pour pouvoir apporter des éléments d'aide à la décision aux acteurs, donc avec l'outil Sherpa du Centre européen de recherche. On prévoit également de travailler, d'améliorer nos prévisions polliniques, là encore avec de l'IA, on apprend le lien qui existe entre la concentration en grains de pollen dans l'air et différents paramètres météorologiques, dont la température du sol, qui est un facteur important. Sur les systèmes capteurs, là encore, on prévoit d'installer de nouveaux systèmes capteurs en Alsace et également sur la partie allemande. Et enfin, sur les données satellitaires, on a un projet qui s'appelle le projet ROSAS, qui est financé par l'ADEME et qui vise à construire cette fameuse relation que j'évoquais tout à l'heure, une relation entre les niveaux d'ammoniac au sol et les niveaux d'ammoniac dans la colonne d'air. Voilà, donc un programme encore riche pour 2025 sur ces différents éléments de consolidation des productions de modélisation au bénéfice de l'évaluation de la qualité de l'air. Voilà. Je vous remercie et je suis à disposition si vous avez des questions.